En tant que président de la commission des délégations, et je salue également les différents membres de la commission des délégations qui sont là, Mme Fat Sagna, l'honorable Awadien également, l'assistante de la commission ici présente. Et cette commission, beaucoup ne la connaissent pas, mais c'est une commission, et voilà, Mme Fatouba, désolé, honorable Fatouba, désolé. Donc beaucoup ne la connaissent pas, mais c'est la commission c'est la seule commission de l'Assemblée nationale qui est mentionnée dans la Constitution. C'est à l'article 65 de la Constitution. Et c'est une commission, pourquoi on l'appelle commission des délégations? Parce que l'Assemblée nationale peut lui déléguer son pouvoir législatif dans des circonstances, disons, qu'on ne souhaite pas, de troubles. Donc, l'Assemblée nationale peut, par une résolution, donc en plénière, déléguer à la commission des délégations son pouvoir législatif. La commission des délégations peut se réunir et adopter des délibérations qui auront valeur de loi. Et il paraît, en discutant avec le professeur Abdoul Aziz Kébé, qui est président de l'Association sénégalaise de droit constitutionnel, la dernière fois, il me disait que ça a été utilisé en 1962. La commission des délégations s'était réunie pour adopter le projet de loi de finances. Donc, et depuis lors, je pense que cette commission existe toujours dans l'architecture de l'Assemblée nationale, mais ne fonctionne pas. Bon, c'est vrai que nous ne souhaitons pas qu'elle exerce ce pouvoir-là, parce que c'est généralement en cas de trouble. Maintenant, elle a une autre compétence, en dehors de cette compétence constitutionnelle, c'est le suivi et l'évaluation de l'application des lois. Et c'est une compétence qui est transversale. Et nous exerçons cette compétence avec toutes les autres commissions techniques. Donc nous avons 14 commissions permanentes à l'Assemblée nationale, et dont la commission développement durable et transition écologique. Dans ce cadre, nous avons élaboré un plan d'action pour faire en sorte de donner un contenu à ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation de l'application des lois. Donc c'était une occasion aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier de partage du projet de code de l'environnement, de voir un peu quel est le bilan de l'application de la loi de 2001, le code actuellement en vigueur, le code de l'environnement de 2001. Donc, comme l'a rappelé, et je pense que le directeur de l'environnement, tout à l'heure, a fait quand même une esquisse de bilan dans son discours, pour dire simplement que c'est un code qui remplace le code de 83. Le code de l'environnement de 83, donc, il portait sur 4 sujets, priorités: les installations classées, la pollution des eaux, la pollution sonore, la pollution de l'air et les odeurs incommodantes. Donc, il avait un contenu assez restrictif qui ne permettait pas de couvrir tous les éléments de l'environnement. Et le gouvernement, en tout cas l'État, avait jugé nécessaire de le refondre et de l'actualiser pour plusieurs motifs. La mise en œuvre des principes et mesures énoncés dans l'agenda 21. L'agenda 21, c'est à la suite de la conférence de Rio de 92 sur l'environnement et le développement durable. Le transfert des compétences de gestion des ressources naturelles de l'environnement aux collectivités locales. Donc c'était en 1996 avec le Code des collectivités locales et la régionalisation. Et les nouveaux instruments de planification stratégique. À l'époque, il y avait le plan national d'action pour l'environnement, le plan d'action contre la désertification, le plan d'action forestier, etc. Donc, l'adoption de nouveaux textes juridiques en 1997 et 1998. On avait adopté le code forestier, le code pétrolier, le code de la pêche maritime à l'époque. L'importance des études d'impact comme élément du processus de décision environnementale. Ça, vraiment, c'est une innovation du code de 2001. Parce que dans le code de 83, les études d'impact ne figuraient pas. Il y a également la conformité du droit national aux conventions internationales signées et ratifiées par le Sénégal, dont les conventions de Rio. La prise en compte de certains principes en matière de protection de l'environnement, le développement durable, la conservation et l'utilisation durable. Donc, en termes de contenu de la loi de 2001, bon, il faut dire que c'est une loi à l'époque
on avait un parlement bicaméral. C'était 2 chambres. Il y avait l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc l'Assemblée nationale avait adopté en premier le projet de texte le 29 décembre 2000, avant que le Sénat se réunisse le 4 janvier 2001 pour adopter le texte avant sa promulgation par le président de la République. Donc nous n'allons pas revenir un peu sur tout ce qui est objet. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que le Code se veut un texte de base, une sorte de loi cadre pour prendre en charge les différents éléments de la protection de l'environnement. Et c'est pourquoi son contenu n'est pas exhaustif. Parce que c'est un code qui cohabite avec d'autres textes qui ont également une finalité environnementale. On peut citer parmi ces textes le Code de l'eau, le Code de la chasse et de la protection de la faune, le Code forestier, le Code de l'hygiène, le Code de l'assainissement, la loi sur la biosécurité. On a une loi également qui est relative à la prévention, à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques depuis 2020. Une loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable des territoires. Une loi relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Et même, on peut également citer le Code de l'électricité en ce qui concerne peut-être les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Parce que quand vous allez dans le Code de l'environnement français, pratiquement tous ces éléments-là, vous allez les retrouver dans le Code de l'environnement. Donc, ils ont une codification beaucoup plus large. Mais le Sénégal a choisi ce type de codification, un Code de l'environnement qui sert de texte de base avec d'autres textes complémentaires ou en tout cas supplémentaires. Mais également, il faut dire qu'il y a des textes sectoriels qui comportent des dispositions qui sont relatives à l'environnement. C'est le Code général des collectivités territoriales qui a remplacé le Code des collectivités locales de 1996, le Code pétrolier également, le Code gazier, le Code minier, le Code de la marine marchande, le Code de l'urbanisme, le Code de la pêche maritime, la loi réglementant la pêche dans les eaux continentales. Tous ces textes ont également dans leur dispositif des dispositions qui réglementent les questions environnementales. Et on peut dire qu'ils viennent compléter un peu le Code de l'environnement. Certains enjeux importants, quand on regarde le texte, comme les changements climatiques, la biodiversité, la gestion du littoral ou des écosystèmes montagneux, la réinstallation, les questions de déplacement des personnes, les personnes affectées par les projets, sont insuffisamment prises en compte par le Code de l'environnement de 2001 ou parfois même occultées. Donc, on a un titre 1 sur les dispositions générales qui comprend 3 chapitres. Il y a les principes fondamentaux, les définitions, les principes fondamentaux et les instruments de la protection de l'environnement. Ce sont les différents plans et les stratégies. Un titre 2 qui porte sur la prévention et la lutte contre les pollutions et nuisances avec 6 chapitres. Donc, installation classée, établissement humain, gestion des déchets, substances chimiques nocives et dangereuses, l'étude d'impact et l'établissement du plan d'urgence. Un titre 3 qui porte sur la protection et la mise en valeur des milieux récepteurs avec 4 chapitres, la pollution des eaux, la pollution de l'air et odeurs incommodantes, la pollution et dégradation des sols et du sous-sol et la pollution sonore. Et enfin, le titre 4 qui porte sur les sanctions et dispositions diverses, avec 3 chapitres également, les sanctions pénales, les sanctions administratives et les dispositions diverses. Donc, après le contenu, nous avons tenté également de faire une analyse de l'effectivité de la loi de 2001. Le gouvernement, pour assurer l'effectivité de la loi de 2001, a adopté dans un délai assez rapide, c'est-à-dire dans un délai de 3 mois, le décret du 12 avril 2001, portant application du Code de l'environnement. Il faut s'en féliciter parce qu'en général, on voit que quand les lois sont adoptées, souvent les décrets tardent à être signés ou tardent à être adoptés, donc ce qui pose un problème d'effectivité. Mais dans le cas du Code de l'environnement, le décret quand même a été adopté dans des délais assez brefs, donc 3 mois. Le décret pris en application de la partie législative a pour objectif essentiel de préciser la réglementation des secteurs prioritaires de la gestion de l'environnement. Donc dans son contenu, on a un titre 1 qui porte sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un titre 2 sur l'étude d'impact
sur l'environnement, un titre 3 sur la pollution des eaux, un titre 4, la police de l'eau, le titre 5, la pollution de l'air, le titre 6, la pollution sonore. Le décret, par contre, ne prend pas en compte des matières qui sont régies par la loi, le directeur de l'environnement l'a rappelé tout à l'heure, comme les instruments de protection de l'environnement qui sont régis par la loi. Il y a un chapitre sur les instruments de protection de l'environnement, les différents plans d'action, les stratégies, mais dans le décret, on n'y trouve pas ces aspects-là. Les établissements humains également sont régis par un chapitre dans la loi, mais dans le décret également, on ne retrouve pas des dispositions sur ces établissements humains. La gestion des déchets, également, il n'y a rien dans le décret. Les substances chimiques nocives et dangereuses ne sont pas réglementées aussi dans le décret. L'établissement du plan d'urgence, la pollution des sols et la dégradation des sous-sols également. En tout cas, on ne trouve pas de dispositions dans le décret, alors que ce sont des éléments qui sont dans la loi. Donc, quand on regarde objectivement, on va se dire que ces éléments-là, il y aura un problème d'effectivité en ce qui concerne ces dispositions-là, ces aspects-là. Donc, la loi également, ce qu'on a constaté, et le décret ont renvoyé à de nombreux arrêtés interministériels. Voilà, quand on lit le texte, il y a beaucoup d'arrêtés interministériels. Et des arrêtés également ministériels, c'est-à-dire des arrêtés qui doivent être pris par le ministre chargé de l'environnement, mais après avis d'autres ministres. Donc, ce qui veut dire que, dans ce cadre-là, comme on dit, l'environnement est une question transversale, multisectorielle, multidisciplinaire. Donc, un seul ministre, peut-être, ne peut pas prendre en charge tous ces aspects-là. Donc, il faut concerter avec le ministre chargé de l'Industrie, parfois avec le ministre des Mines, avec le ministre de l'Énergie, le ministre chargé des questions maritimes, etc. Donc, ça, c'est un aspect. Mais ça peut poser un problème parce que les arrêtés interministériels aussi peuvent prendre du temps. Parce que quand c'est un seul ministre qui doit le prendre, ça peut aller plus vite. Mais quand c'est plusieurs ministres qui doivent se concerter, ça peut poser un problème d'adoption et des retards. La loi et le décret d'application sont complétés quand même par plusieurs arrêtés. Donc, on a au moins 5 arrêtés qui concernent le contenu, la méthodologie et la procédure de l'étude d'impact. On a la participation du public. Ces arrêtés ont été pris également en 2001, donc dans un délai assez raisonnable, mais elles portent sur l'étude d'impact. On a également, mais ce qu'on a constaté, c'est que la réglementation ne précise que la procédure d'étude d'impact. Les autres évaluations environnementales, comme l'évaluation environnementale stratégique, l'audit sur l'environnement et l'analyse environnementale initiale, qui sont prévues par la loi, ne font pas l'objet d'une réglementation particulière. Il n'y a pas d'arrêté qui porte sur ces types d'évaluation environnementale. Ça, c'est quand même un petit manquement. Également, pour ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, le régime qui est prévu par la loi et le décret d'application est complété par plusieurs arrêtés ministériels, donc dont une bonne partie qui ont été pris en 2002. Donc on ne va pas tous les citer, mais on en a sur les dépôts d'hydrocarbures, on en a sur l'activité de distribution d'hydrocarbures, les établissements d'élevage de volailles, l'activité de chaudronnerie, etc. Donc vraiment, il y a eu un effort assez important de réglementation de ce type d'installations classées pour l'environnement avec des arrêtés ministériels dont la plupart ont été pris en 2002, 2003, 2004. Les dispositions du Code de l'environnement également sont complétées par des textes réglementaires sur certains aspects. On a un arrêté interministériel sur la gestion des usagers, un arrêté primordial sur ce qui concerne l'utilisation des pesticides et produits chimiques en application de la Convention sur les polluants organiques persistants, un décret qui porte création d'un plan national d'intervention d'urgence en mer, un arrêté primatorial qui porte plan national de lutte contre la pollution marine, le plan Polmar, un décret portant réglementation de la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone, un arrêté interministériel réglementant la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone, un décret sur l'utilisation du mercure qui a été adopté également et de ses composés,
et un arrêté interministériel fixant les conditions d'application des normes. Il y a la norme NS 061, 05061 sur la pollution atmosphérique et une autre norme NS 0562 sur la pollution atmosphérique et la norme NS 061 sur le rejet des eaux usées. Donc là également, il y a quand même un effort important de réglementation pour assurer l'effectivité du Code de l'environnement. Parce qu'il faut comprendre que sans ces textes d'application, ces décrets et ces arrêtés, il serait difficile d'appliquer la loi portant Code de l'environnement. C'est pourquoi cet effort, il faut saluer cet effort de réglementation qui a été fait par le ministère et le gouvernement en général. Maintenant, on a identifié plusieurs décrets et arrêtés qui sont annoncés dans le Code de l'environnement et qui ne sont pas adoptés. Donc on ne va pas tous les citer, donc la liste est assez longue, il y a une dizaine de décrets et arrêtés, donc après on va essayer de partager le document. Et c'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, on peut citer, quand on va à l'article L12, il dit que les catégories d'installation soumises aux dispositions de la présente loi et le classement de chacune d'elles sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis des ministres chargés de l'industrie et de la protection civile. Effectivement, nous avons une nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Mais après recherche, nous n'avons pas trouvé l'arrêté, parce que ici, la loi parle d'arrêté. Mais une simple nomenclature ne peut pas faire office d'arrêté, parce que l'arrêté, quand même, c'est un acte réglementaire. Donc, alors que la nomenclature, c'est vraiment un guide, un outil technique. Donc là, il y a un problème d'application. Donc, et plusieurs autres textes qui font appel à des arrêtés interministériels ou à des arrêtés ministériels. Donc, on les a recensés, que ce soit dans la loi et le décret. Donc, enfin, ça, c'est l'effectivité. On peut dire que quand même, l'effectivité est satisfaisante de ce texte-là. Est quand même satisfaisante parce que le gouvernement, le ministère, le gouvernement ont fait un effort dans la réglementation avec le décret d'application et l'adoption de plusieurs arrêtés interministériels et de plusieurs arrêtés ministériels, même si on peut constater des insuffisances et des manquements. En ce qui concerne, enfin, je vais terminer par là c'est beaucoup plus subjectif, c'est en termes d'efficacité. Quelle est l'efficacité de la loi de 2001 ? Donc, on peut prendre 2 ou 3 ou 4 sujets sur les évaluations environnementales. Il faut dire qu'avant 2001, il n'y avait pas de procédure d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale. Mais à partir de 2001, les évaluations environnementales se sont imposées comme procédure. Et vraiment, avec l'important travail de la direction de l'environnement et des établissements classés et du comité technique qui a été mis en place, comité technique pour la validation et le suivi des évaluations environnementales. Il y a eu un important travail d'information, de partage avec les bureaux d'études et les consultants qui ont été agréés. Et actuellement, on peut dire que quand même l'étude d'impact sur l'environnement ou l'évaluation environnementale s'est imposée comme une procédure incontournable. Et la plupart quand même des citoyens, où que vous ayez, donc, connaissent ces types de procédures, avec des audiences publiques, avec les comités techniques. Donc les gens quand même sont habitués à ce type d'exercice. Même s'il y a quand même un certain nombre de manquements, la faible application et le suivi des plans de gestion environnementale et sociale peut poser problème. L'absence de réglementation, on l'a dit tout à l'heure, pour l'analyse environnementale initiale, l'audit sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, et le système de management environnemental. Parfois, les questions financières liées à la tarification, au budget des évaluations environnementales et des PGS peuvent poser problème, même si on dit dans la loi et la réglementation que c'est à la charge du promoteur, mais les mécanismes qui permettent en tout cas de faire en sorte que ces fonds-là soient mis à disposition rapidement et de manière suffisante pour poser problème. Et l'autre aspect, c'est les listes de projets et programmes soumis à étude d'impact environnemental et qui sont annexés au décret portant application du Code de l'environnement. Donc, il y a une liste, catégorie 1, c'est les projets qui sont soumis à étude d'impact environnemental approfondie, catégorie 2, analyse environnementale initiale, c'est-à-dire une étude d'impact environnemental simplifiée. Mais cette liste, on constate que depuis 2001, elle n'a pas évolué.
Donc, elle est restée figée telle qu'elle, alors que vraiment, sur le plan, il y a eu beaucoup de types de projets, de catégories de projets qui sont intervenus et qui ne sont pas pris en compte dans cette liste-là. Donc, l'absence d'une manière générale de délai parfois dans la procédure peut poser problème. Il y a d'autres contraintes sur le plan institutionnel et financier liées au ministère, à la DEC, donc ça, on ne va pas y revenir. Mais sur les installations classées, on a noté également que la procédure des installations classées également s'est imposée comme une procédure incontournable, en tout cas pour beaucoup de secteurs, mais malheureusement, jusqu'à présent, beaucoup d'installations classées fonctionnent sans autorisation. Certaines installations classées, bon, ça a tendance à se raréfier parce que quand même la direction de l'environnement et des établissements classés fait un effort d'inspection et de contrôle important. Mais on constate malheureusement qu'il y en a certains qui violent la procédure. Et surtout, le problème également, c'est les installations classées qui en deux classes. Première classe, c'est les installations les plus polluantes. Pour eux, il faut une autorisation. Deuxième classe, c'est les installations, par exemple, comme les boulangeries, par exemple, comme les scieries, je donne un exemple, qui posent des problèmes, par exemple, pour le voisinage. Et ils doivent se déclarer auprès du ministère de l'Environnement. Mais on constate que beaucoup d'installations classées de seconde classe ne se déclarent pas. Ça aussi, c'est un problème à ce niveau-là. Et les inspections insuffisantes et souvent le problème de moyens financiers également se pose. L'élaboration des plans d'opération internes pour les installations classées et des plans particuliers d'intervention pour les communes qui abritent ces installations classées. Il y a l'exemple de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, de l'honorable Cheikh Aliou Bey. La commune de Rufisque ici est représentée. C'est des communes qui doivent disposer de plans particuliers d'intervention. Peut-être ils vont prendre la parole. Est-ce qu'ils ont eu à élaborer ces plans particuliers d'intervention-là? Donc ça, c'est quelques questions. Et enfin, les déchets dangereux, les déchets en général. Donc ça, sur ça également, les articles du code de la loi sont assez généraux. Ils ne définissent pas les déchets dangereux et ne réglementent pas la plupart des spécificités des déchets dangereux. Certaines dispositions du code de l'environnement ne peuvent être mises en œuvre faute de texte d'application. Et enfin, sur les instruments de la protection de l'environnement, les différents plans, les stratégies nationales, on les a cités dans la loi portant code de l'environnement, mais quand on les liste, on se rend compte que la plupart de ces textes sont dépassés. Il y a eu de nouvelles stratégies, de nouveaux plans qui sont adoptés, mais qui ne figurent pas dans la loi. Donc, c'est quelques éléments qui permettent de dire que, à mon avis, en conclusion, la loi 2001-01 du 15 janvier 2001, quand même, sur le plan de l'effectivité, nous jugeons que l'effectivité est satisfaisante, comme on l'a dit, parce qu'elle dispose de décrets d'application, elle dispose également d'arrêtés interministériels et ministériels, et même d'outils techniques qui permettent de le mettre en application. Quand je dis outils techniques, c'est la nomenclature sur les installations classées, les guides sur les études de danger, les guides référentiels sectoriels sur les études d'impact sur l'environnement, même s'ils n'ont pas été renouvelés et n'ont pas été adoptés par arrêté, comme le prévoit le texte. Donc ça, c'est l'effectivité. Mais il y a des manquements et des insuffisances. Beaucoup d'arrêtés interministériels, d'arrêtés ministériels n'ont pas été pris. Et il y a des domaines également qui sont dans la loi qui ne sont pas couverts par la réglementation. Sur le plan de l'efficacité, on peut dire que c'est une efficacité relative, puisque c'est vrai que l'étude d'impact s'est imposée, mais on n'a pas encore une réglementation assez claire sur l'évaluation environnementale stratégique, l'audit sur l'environnement et l'analyse environnementale initiale. Les installations classées, la procédure également s'est imposée comme une procédure incontournable, mais là également, il y a des manquements et des insuffisances. Et comme l'a dit tout à l'heure le directeur de l'environnement et des établissements classés, ce qui a amené le gouvernement, le ministère, à proposer ce nouveau projet de loi portant code de l'environnement. Donc j'ai été un peu long. Je vous remercie de votre aimable attention.